L'Empire Zoulou, dirigé par Shaka Zulu, l'un des plus grands stratèges militaires de l'histoire, qui a marqué l'Afrique du Sud. En quelques décennies, Shaka a transformé un petit clan en une puissance redoutée dont les tactiques militaires et l'organisation sociale sont encore étudiées aujourd'hui. Mais derrière cette ascension spectaculaire se cachent des combats, des intrigues et des réformes sociales qui a façonné un empire aussi puissant que brutal. Cette histoire de l'unification des Zoulous à leur déclin nous enseigne autant sur la guerre que sur la résilience humaine. À la fin du XVIIIe siècle, l'Afrique du Sud n'est pas encore colonisée. La région est un vaste tissu de peuples. Les vallées du Zululand, les collines du Drakensberg, les savanes du Natal abritent des dizaines de clans bantous, Nguni, Swazi, Soto ou encore Xhosa. Ils parlent des langues très similaires, issues de la même famille, ce qui leur permet souvent de se comprendre partiellement, même s'ils appartiennent à des clans différents. Ils partagent certaines traditions, telles que le respect des ancêtres, les conseils des anciens ou encore les rituels d'initiation. Mais leur unité s'arrête là. Chaque groupe a ses terres, ses chefs et ses rivalités. Les guerres éclatent pour le bétail, pour une injure ou pour un mariage refusé. Les conflits restent locaux, les alliances instables. Il n'y a pas d'empire, pas d'État, seulement un équilibre fragile entre tradition et survie. Mais une secousse se prépare dans les marges de cette terre divisée. Un garçon né hors des normes, bousculé dès l'enfance, s'apprête à renverser l'ordre établi. Shaka naît vers 1787. Il est le fils illégitime du chef Sansanka Kona et d'une femme issue d'un autre clan Nandi. Leur union ne respecte pas les traditions. On les accuse de honte et on les isole. Shaka grandit loin du village zoulou. Rejeté par les siens, moqué pour sa naissance. Il vit dans des conditions dures, il bouge souvent, il n'a ni statut, ni terre, ni protection. Mais il observe, il encaisse et surtout, il apprend. Très jeune, Shaka montre une force inhabituelle, une fierté qu'on ne parvient pas à briser. Il défend sa mère, il ne se laisse jamais humilier 2 fois. Lui qu'on traite comme un bâtard rêve de grandeur, mais pas de vengeance aveugle, de légitimité. À 16 ans, il rejoint l'armée du roi Dingiswayo à la tête du royaume tétois. Là-bas, il découvre une armée organisée, structurée et pensée comme un tout. C'est une révélation. Il progresse vite, il se distingue par son courage, mais aussi par ses idées. Il critique les tactiques utilisées, propose des nouvelles formations et veut resserrer la discipline. Dingiswayo comprend que ce jeune homme n'est pas comme les autres. Et quand le père de Shaka meurt, Dingiswayo soutient sa montée au pouvoir chez les Zoulous. Ce n'est alors qu'un petit clan, inconnu hors de ses frontières, mais Shaka a des plans bien plus vastes. Une fois au pouvoir, Shaka entreprend une transformation radicale. Il commence par l'armée. Jusque-là, les hommes se battent de manière dispersée, avec des longues lances qu'ils lancent de loin, comme on le faisait depuis des générations. Shaka impose un changement total. Il remplace la sagaie longue par une lance courte dotée d'une large lame. Cette arme est conçue pour percer au corps à corps. Les soldats ne doivent plus lancer, mais frapper, s'approcher, regarder l'ennemi dans les yeux. Il leur apprend à tenir la ligne et à ne jamais reculer. Il bannit les sandales. Un guerrier doit sentir la terre d'Afrique sous ses pieds. Les jeunes hommes sont regroupés en impis, des régiments soudés, classés par âge. Ils vivent ensemble, mangent ensemble et dorment ensemble. Leur entraînement est rigoureux. Courses longues, marches forcées, techniques de choc, maniement du bouclier. Ils dorment à la belle étoile, apprennent à survivre sans feu, à obéir au doigt et à l'œil. Chaque déserteur est puni, chaque acte de bravoure est célébré publiquement. Mais Shaka est aussi un maître de la tactique.
Son innovation la plus célèbre est la formation du corps de taureau. Le front ou la tête fixe l'ennemi de face. Les flancs ou les cornes l'enveloppent rapidement. Et l'unité arrière, les reins, reste en retrait, prête à frapper au moment décisif. Cette tactique repose sur la vitesse, la coordination et la discipline absolue. Chaque mouvement est répété encore et encore jusqu'à devenir un réflexe. Très vite, les petits clans voisins tombent les uns après les autres. Certains se soumettent sans combattre, d'autres sont vaincus. Mais Shaka ne les détruit pas. Il intègre les vaincus à son armée, les forme et les valorise. En quelques années, il bâtit un empire multiethnique avec une administration, des règles et une hiérarchie claire. Il contrôle les ressources, surveille les chefs, impose un impôt et redistribue les richesses. Shaka passe d'un chef rejeté à un roi incontesté. Mais cette expansion rapide a des conséquences. Des milliers de personnes fuient pour échapper aux conquêtes. D'autres clans déstabilisés entrent en guerre. C'est le début du Mfekan, une période de bouleversement majeur. L'Afrique du Sud entre en ébullition. Des royaumes comme celui du Ndembélé naissent sous la pression. D'autres comme les Soto s'unissent pour résister, négocier ou fuir. Shaka ne provoque pas tout cela seul, mais il en est l'accélérateur. Son empire inspire autant qu'il effraie. Plus Shaka grandit en pouvoir, plus il devient dur. Il exige une obéissance totale. Il veut tout contrôler, l'armée, les terres, les naissances ou encore les rites. Mais en 1827, un événement bouleverse tout. Sa mère Nandi meurt. C'est un choc terrible. Shaka, l'homme fort, s'effondre intérieurement. Il ordonne une année de deuil national, interdiction de naître, interdiction de cultiver, de rire, de vivre normalement. La peur s'installe, ses proches le craignent, même ses plus fidèles généraux doutent. Le roi stratège est devenu imprévisible. En 1828, deux de ses demi-frères, Dingan et Mlangana, organisent un complot. Shaka est assassiné. Il avait à peine 41 ans. Il n'a laissé ni fils, ni héritier désigné. Mais il laisse un empire. Après sa mort, les colons britanniques commencent à s'implanter dans la région. Et très vite, les récits de Shaka changent. On le décrit comme un tyran sanguinaire, un roi fou, assoiffé de pouvoir. L'Europe coloniale ne veut pas célébrer un stratège africain, encore moins un bâtisseur d'empire. On efface, on salit, on caricature. Mais sur le terrain, l'empire zoulou continue d'exister. Les structures mises en place par Shaka survivent. Son modèle d'armée inspire encore les résistants. Lors de la guerre anglo-zoulou en 1879, les troupes britanniques sont humiliées à Isandlwana. Une victoire zoulou, un choc pour l'Europe. Et aujourd'hui encore, le peuple zoulou est fier de ses racines. Sa langue, sa culture, son identité sont toujours bien vivantes en Afrique du Sud. Shaka Zulu a montré qu'un Africain pouvait inventer ses propres stratégies, créer un État puissant, forger une nation sans aucun modèle européen. Il a fait de son nom une légende et de son peuple une armée. Si cette histoire t'a parlé, abonne-toi à Afro-Héritage Renaissance. Ici, on remet en lumière l'histoire qu'on t'a cachée, parce que notre héritage est bien plus vaste que ce qu'on t'a toujours dit.